Salut Vania, comment tu vas? Salut Tom. Bah, très bien, et toi? Bah oui, en ce jour presque férié, on se disait en intro que justement on espérait que les enfants ne nous dérangent pas, mais c'est aussi la vie de parents et d'entrepreneurs, je pense. On s'est tous habitués finalement à avoir un fond sonore lors de nos Exactement. meetings, etc. Voilà, donc on prévient, il y aura peut-être un léger bruit de nos enfants respectifs, mais ne nous en voulez pas, c'est aussi comme ça qu'on est. C'est aussi la vie d'entrepreneurs agiles, comme on aime bien dire, et c'est pour ça aussi que l'histoire de Vania est aussi va être intéressante. Donc bah du coup, j'aimerais qu'on démarre tout simplement. Vania, est-ce que tu peux te présenter en une phrase? Une phrase, ok. Bah, écoute, je m'appelle Vania, mais je vais en rajouter une deuxième. Écoute, moi, aujourd'hui, je suis bras droit stratégique d'agences et de CEO, où en fait, je les accompagne en fait à mettre en place tout ce qui est structure, gestion d'équipe, management d'équipe. Ensuite, les accompagner dans la croissance de leur business. Super. Bah écoute, on aura effectivement l'occasion de reparler de ça en plus en détail. Dans chaque épisode, j'aime bien retracer la vie de chaque invité. Et du coup, j'aimerais qu'on reparte de la base, à savoir, voilà, est-ce que tu as des frères et sœurs? Quel a été ton cadre familial? Est-ce que tu avais des parents entrepreneurs? Alors moi, j'ai eu des parents qui sont devenus entrepreneurs assez tardivement, vers 37 ans. En fait, donc ils étaient salariés et en fait mon père avait comme rêve d'avoir son commerce, une boulangerie, pâtisserie artisanale. Et donc en fait, tardivement dans sa vie, s'est lancé là-dedans. Donc il a embarqué ma mère avec. Et donc du coup, moi j'avais 15 ans à l'époque. Et donc moi on va dire que j'ai assisté à leur lancement dans cette nouvelle vie, parce que j'étais assez mature et assez grande pour voir ce que ça impliquait, etc. Et donc, ouais, j'ai grandi finalement avec deux phases. Mes parents qui étaient salariés et ensuite mes parents qui sont devenus entrepreneurs. OK, bah, ça, c'est intéressant. Du coup, tu as pu effectivement voir parce que 15 ans, on a quand même une bonne prise de conscience, on est dans une phase d'adolescence, mais selon les personnes, on est effectivement plus ou moins mature. Comment, du coup, toi, à cette époque, tu l'as perçu, ce changement de vie complètement? Moi, je l'ai vécu comme un accomplissement pour mon père. Je l'ai vraiment, enfin lui, en tous les cas, je le vivais comme un accomplissement. Il arrivait au bout de quelque chose qu'il avait envie de créer. Et par contre, ma mère a été très très challengée parce qu'elle, pour le coup, elle avait très très peur de changer de vie, etc. Donc moi, j'ai vu les deux. J'ai vu le gars hyper emballé qui est parti tout feu tout flamme, et la personne hyper sur les réserves en se disant bon ok on y va, mais je flippe un peu quoi. Et donc OK, du coup ouais, c'était à ça. Mais avec du recul, tu vois, ils ont eu ce commerce-là pendant 25 ans. Donc, tu vois, top, c'est ouais. quelque chose quand même qui a bien marché. Et donc, bah, du coup, moi, je les ai vus progresser. Et après, bah, je pourrais te raconter après. Après, j'ai accompagné ma mère jusqu'à la vente de ce commerce, parce que j'ai travaillé un petit peu avec elle après. OK, trop bien. Ah bah, c'est trop cool. Ça marche. Bah, du coup, avant tout ça, voilà, quel a été ton parcours scolaire? Comment toi t'étais, Vania, à l'école? Est-ce que t'étais la 1re de la classe ou est-ce que t'étais justement, plutôt, derrière? Alors moi, j'étais la première de la classe. OK. Mais en fait, j'étais, tu sais, l'enfant angoissé qui avait besoin de réussir, qui avait besoin de pas se louper, etc. Donc, j'ai toujours hyper bien travaillé à l'école. Après, j'ai suivi un parcours, tu vois, où après j'ai eu bac, je suis allée à la fac. Non, j'ai fait un BTS, puis je suis allée à la fac. Et je me suis arrêtée au niveau de la licence, où après là, j'ai commencé à travailler quoi, en tant que salariée. Mais C'était ouais, quoi comme, orientation, du coup? j'ai fait un BTS Action Co qui n'existe plus. Et ensuite, j'ai été à la fac pour quelque chose d'un peu plus généraliste en me disant un bac plus 2 ça suffirait pas, faut continuer un peu plus et tout. Mmh. Donc, et puis après, au bout d'une année, je me suis dit, allez, j'ai une opportunité de travailler, je l'ai trouvé trop chouette et donc j'y suis allée, quoi. OK, ça marche. Du coup, tu disais que tu étais la fille angoissée, ça me fait rire parce que ça me fait penser un petit peu à ma fille. Bon, elle est jeune, elle a 6 ans, mais je la vois, elle est vraiment stressée à l'idée de pas réussir, de quoi que ce soit. Mais je me pose toujours la question, c'est est-ce que c'est les parents qui projettent ça ou est-ce que c'est l'enfant lui-même qui est comme Ah, ça? je crois que moi, il y avait un truc, je l'ai un peu travaillé ça, tu vois? Parce qu'après quand tu travailles un petit peu, qu'est-ce qui a été chez toi? Moi, je pense que c'était le fait de pas décevoir. OK. Tu vois? Enfin, quand on met pas de grandes ambitions, parce que mes parents ont pas spécifiquement mis de grandes ambitions, attendaient des choses spécifiques, mais tu as le côté un peu premier de la famille, tu sais? Où on a envie que tu fasses bien les choses et donc toi, tu rentres dans le cadre. Mais ça, c'est Mmh. l'effet premier, tu verras si tu plusieurs enfants, je crois. Ouais. Tu verras le deuxième sera pas pareil. La deuxième, elle s'en fiche Voilà! Et ben, moi, j'ai dû à la maison et mon frère était comme ça après, tu vois? Donc ça marche.
Donc c'est ça. C'est en OK. fonction tu sais, j'avais, la pédiatre de mon fils m'avait dit, tu sais, quand tu fais un recrutement, demande quelle est sa place dans la fratrie, tu sauras comment il est. Ouais, c'est vrai que ça joue beaucoup là-dessus. OK, ça marche et du coup, bon, tu disais que ça t'angoissait, mais de ce que je comprends, c'est que c'est plutôt bien passé. Tu as réussi Ouais. justement à bien réussir. Est-ce qu'à côté de l'école, tu arrivais quand même à avoir des amis, à avoir un cercle d'amis? Si, si, j'ai jamais eu de soucis là-dessus. J'ai Tu eu, pas, voilà, mon cercle renfermé, d'amis, j'ai fait du sport. Moi, mes meilleurs amis, je les ai trouvés dans le sport parce que j'ai fait de la GRS. Je sais pas si tu vois, avec les cerceaux, ballons ouais, je volants vois. et puis j'ai été, coach au sein d'un club. Donc, j'ai accompagné des gamines, dans dans le sport et tout. Donc, j'ai été entraîneur, donc du coup, je me suis accomplie aussi personnellement par le biais du sport, tu vois? En D'accord. parallèle de mes études et même, de mon travail quand j'ai commencé, parce que j'ai fait ça jusqu'à ce que j'ai 27 ans, à peu près 28 ans et donc, ouais, j'ai eu un entourage assez riche quand même, tu vois? Quand je regarde en arrière, je me dis: «Ouais, j'ai encore des amis de cette époque, C'est une bien, hein, famille, une famille costaud et tout», donc c'est chouette. bien. Est-ce que du coup, à cet âge-là, quand tu étais, à l'école, primaire ou autre, tu avais déjà un rêve sur, «J'aimerais faire tel métier» Pas du tout. ou pas du tout? Ouais. Ah Ouais, ouais, non. Enfin, non, non, non. Ouais, j'en avais pas et je trouvais que je me rappelle à l'époque que c'était pour moi difficile de choisir. OK. Donc non, en fait, tu sais, j'ai suivi, tu sais, souvent on va vers ce qu'on connaît. Enfin, quand on sait pas, on va vers ce qu'on connaît. Donc tu vois, moi, mes parents, s'étaient lancés en tant qu'entrepreneurs. Je ne voulais surtout pas être entrepreneur. Tu avais quand Heu, même cette idée de ne pas être entrepreneur au ouais, début? ouais, ouais, parce qu'en fait, moi, je reliais l'entrepreneuriat à quelque chose d'éprouvant, physiquement. Parce que moi, mes parents étaient, artisans, boulangers, pâtissiers, tu te lèves à Costaud, 3 heures ouais. du matin, tu fais pas d'heures et cetera et en fait, moi, je les ai vus, lutter de fatigue, d'investissement et cetera et en fait, moi, j'amenais ça puis ils avaient 5-6 collaborateurs dans le donc tu vois, tu avais toute la notion RH, et cetera et le poids que c'est parfois aussi, hein, d'avoir une équipe et du coup, moi, c'est quelque chose que je ne voulais pas, mais vraiment pas. C'est-à-dire pour moi, entrepreneuriat égale problème. OK, Égale, ah, c'est intéressant. difficile, dur, éprouvant, sacrifice perso, tu vois? Ils ont changé de vie, tu vois? Ils sortaient plus le soir dîner avec des amis, il y avait pas le temps, il y avait pas l'énergie, c'était dur, quoi et moi, je reliais ça à ça. Donc tu vois, pour moi, c'était hors de question que je sois entrepreneur et vraiment, il y a encore quelques années, j'aurais dit: «Jamais de la vie». On verra, du coup, on découvrira le déclic. Super. Du coup, tu fais ton bac, tu passes ton bac, tu fais du coup tu dit DU BTS, pardon? BTS, tu dit? Ouais, j'ai fait un BTS, une licence, ouais. Et du coup, à cette époque-là, tu voulais, partir dans quel domaine? C'était quoi un peu le métier sur lequel tu te projetais? Bah, moi, je me voyais bien, commerciale, donc je me suis orientée, en tant que commerciale. Je suis rentrée dans une grande entreprise où en fait, je suis rentrée en tant qu'attachée commerciale et j'étais en contrat pro, je suis rentrée en contrat pro et donc j'y suis restée quelques années où en fait, bah, j'ai passé quelques échelons, j'ai grandi, et cetera. Donc je suis devenue chargée d'affaires, j'avais en fait un portefeuille de clients, où en fait, je proposais en fait des prestations de travail temporaire, donc de recruter des intérimaires Mmh. pour les entreprises ou des recrutements. Donc en fait, j'avais moi, mon portefeuille et ensuite j'avais une équipe delivery qui, elle, se chargeait de mettre en place tous les recrutements ponctuels ou long terme et cetera. Donc en fait, j'étais un peu dans une relation tripartite, tu vois? Il y a toi, tu as ton client, tu as toi et tu as, le candidat. Tu vois? Le candidat qui peu importe le statut de son contrat et donc du coup, tu gères de l'humain constamment et tu gères, bah, des problèmes humains, mais aussi des besoins humains, de l'évolution et puis j'avais face à moi, en fait, des dirigeants d'entreprise, tu vois? Ou des, représentants de l'entreprise. Ça pouvait être des fois des assistants qui prenaient des décisions, et cetera et donc Mmh. j'étais moi constamment dans cette relation tripartite et j'ai fait ça, pendant de nombreuses années. J'ai fait ça pendant quasiment 15 ans où en fait OK. j'ai grandi au fur et à mesure dans l'entreprise. Après, je suis devenue un peu bras droit, c'est-à-dire que j'avais mon mentor, qui était la directrice de l'agence avec qui j'ai travaillé pendant beaucoup d'années, qui m'a, pour moi, tout appris et à la fois là, cette dimension business et développement d'un business avec, parce qu'on était dans une business unit, hein, c'était une agence, tu vois? Mmh. Et aussi toute la partie management, RH, gestion de l'humain. En fait, ça a été très, très, très formateur. J'ai énormément appris, là-dedans. Et par rapport à ça, du coup, ça serait quoi le truc que tu aimais le plus? C'était la vente ou c'était justement l'aspect humain? Moi, ce que j'aimais bien,
En fait, je détestais les ventes one shot. Tu sais, la vente où, hop, tu as fait une vente et puis après ciao, ciao. Moi, ce que j'adorais, c'est créer de la relation et avoir ensuite, un client que je suis et où je fais monter vraiment la perf, très haut, quoi. OK. Et en fait, il y avait beaucoup de tu sais, tu as beaucoup de profils commerciaux qui aiment tu sais, la satisfaction immédiate. Mmh. Tu sais, des fois, on le voit, hein, dans l'infoprenariat, des fois, les Ouais. types de closers, tu vois, c'est du tout de suite maintenant. Il faut que, voilà, faut pêcher le truc tout de suite, quoi. Et moi, je suis plutôt long terme, tu vois. Investissement en temps, en énergie, etc. Et c'était vraiment ma force, en fait. OK. Donc grâce à ça, tu as réussi à construire un portefeuille avec des personnes que Ouais. tu avais depuis le début, quoi. Ouais, et puis tu vois, j'y travaille plus maintenant et il y a des personnes avec qui je suis toujours en contact, des clients avec qui je suis toujours en contact, des collègues avec qui je suis toujours en contact parce qu'en fait, quand tu crées un partenariat comme ça à long terme, en fait, les gens, ils te suivent, toi, tu les suis, tu connais leur vie, il y a une relation particulière qui se crée, en fait. Ouais, c'est vrai. Voilà. Ouais. Donc 15 ans quasiment, tu disais? Ouais, quasiment 15 ans, ouais. Incroyable. Comment, parce que du coup, tu te dis quoi, quand tu démarres? Parce que tu dis que tu as gravi les échelons. Est-ce que à l'époque, tu te projetais peut-être, jusqu'à terminer ta carrière? Parce que c'était un peu ce que faisaient, on va dire, nos parents ou nos grands-parents, donc de faire qu'une seule boîte dans sa vie. Est-ce que tu te projetais là-dedans ou est-ce que déjà, tu avais d'autres ambitions, d'aller voir dans d'autres boîtes ou tester des nouvelles choses? Non, en fait, je sais pas, j'ai pas ce souvenir d'avoir, moi, j'aimais bien l'entreprise où j'étais, j'adorais l'équipe avec laquelle je travaillais. Je me sentais bien là, en fait. En général, c'est aussi enfin, moi, quand je me sens bien quelque part et que je suis en confiance, ça m'empêche pas, de rester à un endroit, mais d'être continuellement dans la recherche de performance, tu vois? Donc, j'avais pas ce besoin d'aller voir ailleurs, mais j'avais à un moment donné l'impression, que ce qui m'était proposé pour continuer d'évoluer au bout de X années, ça me ressemblait plus, tu vois? Enfin, mais quand je suis rentrée dedans, bah, j'ai suivi le process en fait, tu sais, je crois que je me suis laissée porter, parce que j'avais un super mentor, parce que, j'ai énormément appris, et puis à chaque fois tu rencontres des nouvelles personnes, des nouveaux clients, ton équipe change, elle évolue donc, j'ai pas eu la sensation pendant 15 ans d'être au même endroit, posée sur la même chaise pendant 15 ans. Pas du OK. tout. Ouais, tu Les t'es années pas sont dit passées, c'est l'espèce de prison dorée où, tu es ah dans non. ta zone de confort et puis, tu nickel, quoi. Tu as toujours un peu ta zone de confort en vrai. Parce que, quand tu travailles avec des gens de confiance, que tu as pas besoin de sans cesse être, en train de gagner une forme de confiance, de prouver constamment parce que les personnes te connaissent et voilà, tu t'investis. Puis dans la vie, tu as des hauts, tu as des bas, tu as des moments où ça va bien, des moments où ça va pas bien. Enfin, mais voilà, quand tu arrives à garder une forme de constance, ouais, non, ouais, j'ai pas eu l'impression d'être assise au même endroit pendant 15 ans, ouais. Ça a beaucoup bougé. Trop bien. Et du coup, qu'est-ce qui a fait que, au bout de 15 ans, l'aventure, du coup, s'arrête? Arrive au bout d'un moment où, au niveau de la direction, il y a des choix, je suis pas trop alignée, des mouvements d'entreprise, hein, c'est comme ça, dans les grandes boîtes, c'est comme ça que ça se passe. Il y a eu le covid, il y a eu le Ça covid. joue, hein. Mmh. Je dépose mes enfants tous les matins masqués à l'école. Je les récupère masqués alors que moi, en vrai, j'enlevais le masque, tu vois? Je les déposais très tôt le matin, très tard le soir. Enfin et cet effet masque, en fait, j'avoue que ça m'a fait quelque chose. Je me suis OK. dit: «Non, je peux pas les laisser là comme ça» et cetera. Il y avait quelque chose, en fait, où ça allait plus, tu vois? Enfin mais c'est plein de petites choses, tu vois? C'est pas une chose en particulier, c'est cet effet covid, cet effet masque, cet effet changement de direction, cet effet, plein de petites choses qui font que je me dis: «Bon, il faudrait peut-être que je fasse autre chose», tu vois? Tes enfants, ils avaient quel âge à cette époque-là? Alors le grand, il était en CE2, donc ouais 8-9 ans, 9 tu vois? ans? Ouais. Et du coup le petit était en maternelle, tu vois? OK. Ouais, du coup, ça joue quand même sur, le mental aussi des enfants de devoir à chaque fois se couvrir et de pas comprendre finalement ce qui se passe aussi, hein. Ouais, 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 puis il y avait une forme de ras-le-bol général à cette époque. Tu sais, tout le monde se Mmh. remettait en question, c'est à ce moment-là que l'infoprenariat a cartonné d'ailleurs parce que justement, il y a eu tous ces changements pour tout le monde, donc ouais, ouais, il y a eu ça. Franchement, je pense qu'on en fait partie. J'ai pu effectivement discuter avec pas mal d'invités et effectivement le covid a été une forme, d'introspection pour pas mal de personnes, à justement à remettre en question, leur premier parcours de vie et ça a souvent été, un effet de, «Allez je teste des nouvelles choses, je pars à l'aventure» ou des choses comme ça. Donc là, de ce que je comprends, c'est que c'est un petit peu pareil. Ça a été quoi du coup les mois qui ont suivi, par rapport à ces prises de conscience? Alors ouais, en fait, ce qui s'est passé à cette époque-là, c'est qu'en fait, ma mère s'est retrouvée toute seule parce que bon, voilà, il y en a eu j'ai perdu mon père, donc du coup, ma mère s'est retrouvée toute seule à gérer donc du coup, le fameux business familial et donc elle a tenu comme ça quelques années et puis à un moment donné, je sentais elle aussi qu'elle arrivait au bout d'un truc, tu vois?
Et en fait, c'est elle qui me fait une proposition. Elle me dit: «Écoute, on fait un deal. Tu viens bosser avec moi. Tu gères tout ce que je ne peux plus gérer. Tout ce qui est gestion de l'entreprise, gestion de l'humain, et cetera». Elle dit: «Tu seras meilleure que moi et en échange, bah, tu passes beaucoup plus de temps avec tes enfants parce que, bah, en bossant avec moi, c'est vachement plus modulable en termes d'horaire et tu pas ce truc d'aller travailler à Paris tous les jours, de prendre le RER, avec des horaires imposés, et cetera». Donc elle me fait cette proposition-là. Sur le coup, je me dis: «Bon, Tu voilà». encore en poste ou pas J'étais en encore? poste. OK. Ouais, j'étais encore en poste et j'avais un tu vois, le ras-le-bol était là, enfin, il y a voilà et j'ai réfléchi, je me dis: «Vas-y, go, j'y vais». Et là, du coup, je démissionne, OK. je la rejoins et on commence à travailler ensemble. Donc là, tu vois, c'est j'ai passé cette étape-là à ce moment-là, tu vois? Bah, déjà, c'est un grand pas de quitter une boîte dans laquelle tu as fait plus de 15 ans, où tu as effectivement évolué, et puis tu arrives dans un nouveau environnement. Peut-être que tu connaissais un petit peu le domaine de la Oui. boulangerie, Oui, grâce je à tes connais, j'ai parents, grandi mais là-dedans, tu vois? Donc voilà, donc je savais où j'allais finalement. mais ça fait quand même un petit peu peur, c'est clair au démarrage, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. D'ailleurs, qu'est-ce qu'ils ont dit tes enfants, s'ils s'en rappellent, lorsque tu as changé là de métier? En fait, eux, en fait, ils n'ont pas forcément ouais, ils en ont pas trop parlé. Ils ont plus été après quand moi je me suis lancée en dehors de ça, OK. tu vois? Où là, ça les a plus marqués. Là, pour eux, tu sais, à leur âge, ils ont compris que maman, elle venait à 16h30 les chercher à l'école, que le mercredi après-midi, je les emmenais au Orienté foot bénéfice, et voilà, OK. et que, finalement, j'étais quand même vachement plus présente et qu'il y avait Mmh. plus, il y avait plus la garderie le soir, l'étude, et cetera. Donc eux, ça a quand même, puis on a repassé du temps ensemble, en fait, mais du temps même si c'était de la logistique, tu vois? C'est parce que ça reste de la logistique, hein, tu viens à l'école, goûter, machin. Ouais, Ouais, il y a de ça la a complètement présence. changé ma vie. Ouais, OK, trop bien. Alors du coup, tu démarres l'aventure, en boulangerie. Dis-nous concrètement, voilà, ce que tu as géré. Est-ce que ça avait des liens avec ce que tu faisais avant? Est-ce que tu as appris des nouvelles choses? Voilà, comment se sont passés, tes premiers mois, En fait, je suis d'alternament? arrivée, je connaissais déjà toute l'équipe, hein, parce que forcément, voilà, ils étaient là depuis très longtemps. Je suis arrivée, je me suis créé un poste, en fait. Je me suis j'ai commencé à reprendre les choses au fur et à mesure. J'ai commencé par la partie administrative, et puis j'ai commencé la gestion des fournisseurs, la négociation des tarifs, et puis j'ai géré, en fait, on va dire tous les backstage qui n'étaient pas liés au commerce, en face du client, tu vois? OK. Et en fait, au fur et à mesure, en fait, je me suis créé un poste. Je me suis inventé un poste finalement où, finalement, un peu comme gestionnaire d'entreprise, tu donc on a retravaillé toute la partie, on a remis en conformité un certain nombre de choses, en fait, l'objectif, c'était de se dire: «OK, on se donne 3 ans pour vendre». Donc si on se donne 3 ans pour vendre, il faut mettre à plat un certain nombre de choses. Tu vois, je m'étais fait une espèce de critères qui me paraissaient corrects. Donc il y avait une dimension financière, il y avait une dimension RH, il fallait, être dans une progression de chiffres. En plus, je sais pas si tu te souviens, mais il y a eu un certain nombre de choses avec l'électricité, le prix de la farine, le beurre, enfin, on a eu plein de trucs Que tu comme avais ça qui sont augmenté, passés ouais. aux Mmh. infos et tout, mais que j'ai vécu moi, du coup, à ce moment-là. Donc du coup, il fallait remettre au carré cette entreprise qui était déjà bien carrée, mais en soi, il fallait la rendre vendable. Fallait qu'elle puisse, être vendue. On s'était donné 3 ans, tu vois, à peu près. En se disant: «Allez, dans 3 ans, ma mère prend sa retraite, moi je fais autre chose, après on verra bien ce que je ferai». Et donc je me suis inventé ce poste-là où finalement, je suis devenue manager un peu de l'équipe, où en fait c'était auprès de moi qu'on voyait les choses. Ma mère s'est remise sur sa zone de génie à elle qui était le commerce, la clientèle, et cetera. Et moi j'ai géré tout le reste. OK, et ça a été bien apprécié du coup en interne, le fait Ouais, que alors tu reprennes le poste? au début tu voilà, tu la fille de la Voilà, patronne qui tu Mmh. débarque. Donc donc disons que j'ai dû faire redonner confiance, tu vois? Enfin, parce que les gens me connaissaient sous: «Salut, je passe de temps en temps, comment ça va?» Et puis là, maintenant, je suis dans le business, donc au début, ça a pas fait peur, mais voilà, les gens se demandaient un peu ce que je venais faire par là. Et puis au fur et à mesure, tu mènes des actions, tu les aides aussi à travailler leurs horaires de travail, comment on peut revoir la production pour que le boulanger ait plus à venir à 3 heures, mais qu'il vienne à 5 heures. Tu vois? Enfin, quand tu travailles des choses avec eux comme ça et que tu vois que c'est pour, améliorer leur vie, après tu gagnes la confiance et puis après on t'écoute un peu, tu vois? Tu vas étape par étape, donc ça s'est pas fait du jour au lendemain. Ça s'est construit dans le temps et avec les actions menées et ça s'est bien passé. Trop bien. Du coup, 3 ans après, vous avez réussi à vendre, Non, 1 an et demi après, on a vendu. 1 an et demi du coup? OK. Ouais, 1 an et demi après, Et on c'était vend. voulu du coup? Vous avez eu des offres et Non, cetera ou? ouais, en fait, on commençait, la comptable nous disait: «Ah super, vous avez fait un super boulot, vous avez revu votre marge». Ça y est, les chiffres étaient commencés à revenir un peu,
était meilleure. On avait fait un certain nombre de travaux, des choses, enfin, qui font qu'à un moment donné, tu sais, quand tu vends un fonds de commerce, tu vends ta clientèle, mais tu vends Mmh. aussi ce qu'il y a dedans, etc. Donc, on avait fait un certain nombre de travail. Et puis, à un moment donné, je commence à me dire, tiens, faisons une petite estimative, voyons un petit peu ce que ça donne. En une semaine, elle était vendue. Trop bien. Incroyable. Enfin, je sais pas comment on a fait ça, mais on l'a fait. C'est-à-dire qu'en fait, on a tendu une perche en disant, tiens, je vais faire un estimatif. Quelqu'un me dit, celui qui vient faire l'estimatif, il dit, mais attends, mais moi, j'ai quelqu'un. Oui, mais non, c'était pas prévu tout de suite. Attends, on va Mmh. attendre un petit peu. Et puis après, finalement, il vient, il visite. Puis après, on dit, bon, ben, on a une opportunité, on y va pas. Et puis après, bon, on a dit, allez, go, vas-y. Et on a vendu. Vraiment soulagé du coup et en même temps se dire: «Bah, qu'est-ce que je vais faire maintenant, que je travaille plus?» J'avoue que j'avais anticipé un petit peu parce que je pensais pas vendre tout de suite, mais tu vois, j'avais trouvé un moyen où finalement je passais vachement moins de temps dedans. Une fois que j'avais tout mis en place, tout était là, je me suis rendu compte que si je venais 2 jours par semaine, en vrai, la boîte, elle était gérée. Il y avait pas Ouais. besoin de plus, tu vois? Et donc du coup, je commençais moi à me dire, et je disais à ma mère: «Et si je faisais ça pour d'autres entrepreneurs?» Tu vois? Ça me permettrait d'avoir un complément de revenu, puis moi, ça me permettrait aussi de me lancer, et cetera. Et donc j'avais commencé à anticiper et à aller vers du online. Donc du coup, OK. j'avais anticipé ma transition, tu vois? On a vendu en septembre. En janvier, j'avais déjà commencé à anticiper ma transition. Du coup, 2021 ou 2022? 23, OK. C'est pas juste après le covid, c'est un petit peu après que je suis D'accord, ouais. partie. OK, ça marche et du coup, cette transition en ligne, elle s'est faite, naturellement? Tu connaissais déjà un petit peu le monde de l'infoprenariat ou c'était carrément, Pas encore du une tout. fois, tout nouveau? Ouais, non, non, vraiment, j'y suis allée, j'ai pris une formation d'assistante virtuelle en me disant: «Tiens, est-ce que assistante virtuelle, ça pourrait le faire et tout?» Donc j'ai commencé un accompagnement et en fait, très vite, je me suis dit: «Non, c'est pas fait pour moi. C'est pas je sais pas, il y a un truc, ça me ressemble pas trop». Puis il y avait un côté Mmh. très technique sur les outils que je maîtrisais pas. Il y avait un truc où j'étais pas tout à fait, en phase avec ça. Et en fait, la formatrice en question, qui s'appelle Marion, qui est vraiment une chouette fille, qui m'a dit: «Mais tu sais, tu pas AV, tu OBM». Et je lui ai dit: «Je suis quoi? Qu'est-ce Ouais, qui c'est? surtout Qu'est-ce qu'à ça? l'époque, C'est quoi ça ça?» existait pas trop, ouais. Et elle me dit: «Si, si, tu OBM». Et donc du coup, là, j'ai commencé à me renseigner, donc j'ai commencé à prendre, j'ai pris une formation, et cetera. Puis après voilà, j'ai suivi le process et puis je suis rentrée, dans un accompagnement justement pour trouver mes premiers clients en tant qu'OBM au mois de septembre et c'était déjà acté la vente et on lâchait le truc fin septembre. OK. Ça s'est hyper bien goupillé, tu vois? Ouais, j'avoue Ça s'est fait comme ça. Bon, écoute, hein, des fois les étoiles s'alignent, hein, qu'est-ce que je te dise? et il en faut bien de temps en temps, hein, ça c'est clair. Ouais, OK, trop bien. Du coup, tu avais déjà cette, capacité à te dire: «Il faut que j'investisse quand même en moi pour me former, pour trouver des clients». Ouais, Ça, c'était c'est pas déjà si avoir une inné forme que de ça. maturité. Ouais, en fait, j'investissais en moi, mais tu sais, j'ai investi ma première formation, c'était CPF, hein, quand même. Tu vois, je suis allée tout doux, j'avais peur, j'étais pas du tout dans cette mentalité d'investir en moi. Clairement, je le voyais pas comme ça. C'est mon mari qui m'a dit, par contre, c'est un investissement. C'est lui qui m'a dit: OK. «Mais en fait, ce que tu fais là et l'argent que tu mets sur la table, c'est un investissement». Donc c'est lui qui avait déjà cette mentalité-là, qui me l'a transmise en me disant: «OK», parce que moi je me dis: «Écoute, dans pas longtemps, j'ai plus rien, faut peut-être qu'on sécurise», enfin bon, tu as toujours cette Mmh. crainte de, voilà, qu'est-ce qu'on fait, et cetera. Et c'est lui qui m'a poussée. Et donc du coup, je l'ai vécu comme un investissement parce que lui m'a rassurée sur le fait que pour lui, c'était OK. En vrai, il fallait que j'investisse en moi. OK. Et donc du coup, ouais, ça s'est fait aussi, avec son soutien, bien sûr, et fait gérer ça tout seul. Ouais, c'est clair, c'est important et juste pour aussi comprendre, parce que tu disais que tu avais fait 15 ans, on va dire, de «vente» entre guillemets. Est-ce que toi, tu avais une espèce de crainte ou de peur à dire: «Comment je vais faire pour vendre en ligne?» Ou est-ce que, tu t'es dit: «Bah, en fait, je vais reproduire simplement ce que j'ai fait pendant 15 ans et je vais l'adapter, en ligne»? Non, j'avais une crainte. Non, non, j'avais une crainte. J'avais une crainte et c'est pour ça que je suis rentrée dans cet accompagnement en septembre. C'était justement comment trouver mes premiers clients, Mmh. en étant OBM et ça m'a beaucoup aidée parce qu'en fait, moi, mon problème, c'était pas de vendre. Mon problème, c'était que j'avais jamais délivré officiellement. Donc du coup, je me sentais pas tout à fait légitime et je connaissais rien du online. Donc dès qu'on me parlait d'outils online, ça me parlait pas. Notion, j'avais jamais entendu de ma vie. Le marketing digital, autant te dire que, ouh, j'en étais très loin. Donc j'avais l'impression de pas parler le même langage que ces personnes. OK et du coup, comment ça s'est passé là, ta première vente, comment tu as trouvé ton premier client, du coup? Bah, j'ai trouvé mon premier client avec leur méthode. Ça s'est super bien passé. Donc, tu sais, un peu format interview, tu vas prendre connaissance, tu vas prendre contact avec les personnes, et cetera. Et ensuite, mon premier vrai client, avec qui je travaille toujours, j'ai répondu à une annonce.
Et OK. donc du coup, j'ai répondu à une annonce, il avait mis une annonce de recrutement et cetera, que j'avais trouvé super bien construite et tout. Et donc du coup, bah, on a commencé à travailler comme ça et là, je tombe sur le gars qui a une agence de marketing digital et je n'y connais rien. Mais quand je te dis rien, c'est absolument rien. Donc je me retrouve à, entre guillemets, «me vendre» en étant face à quelqu'un, qui fait justement tout ce que toutes mes craintes, tu vois? C'était mes tout ce qu'il faisait, c'est tout ce que je savais pas faire. OK. Et du coup, tu as été honnête à ce moment-là ou tu as été au bluff? C'est lui qui m'a beaucoup aidée parce qu'en fait, il m'a dit: «Je t'ai choisi pas pour ce que tu sais sur le marketing digital parce que je m'en fous, c'est ma compétence à moi. Donc j'ai pas besoin de toi là-dessus. J'ai besoin de toi pour tout le reste et tout ce que tu as déjà fait. Donc j'ai besoin de ton expérience, j'ai besoin de ton expérience de manager, j'ai besoin de ton expérience, de structuration de business, de même il m'a dit même de business traditionnel, tu sais, pas online justement». Mmh. Et en fait, le fait qu'on me dise ça, ça m'a déclenché, hein. Je me suis dit: «OK, je réalise enfin que tout mon parcours a de la valeur et que en fait, je suis pas complètement, toute neuve, sortie du nid», tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est en travaillant justement avec lui que je m'en suis rendu compte et que ça m'a, beaucoup donné confiance. Du coup après, bah, j'ai su pas me vendre, mais oui, me vendre. J'ai su, beaucoup plus mettre en avant, ce que je pouvais apporter parce que déjà je l'avais délivré en travaillant avec lui Mmh. et aussi parce que cette confiance finalement, je me rends compte qu'en face, heu, bah, les gens ont besoin logiquement de quelqu'un qui n'est pas comme eux. Est-ce que tu peux, si tu as envie, hein, nous partager juste le montant de justement de cette première prestation? Ouais, la première prestation, c'est un montant forfaitaire mensuel à 2 500 €. OK. Donc c'est bien quand même pour Ouais, c'est première, bien. Ouais, ouais. pour une première vente de pouvoir, justement Surtout collaborer sur comme une ça mission sur long du terme. moyen long terme, ouais, ouais. Ça rassure et tout ça, c'est quand même cool. OK, cool, trop bien. Et du coup, ça a été quoi alors les on va dire les premières réussites, en tant qu'OBM au sein de cette agence? Les premières réussites, je dirais de m'être très vite intégrée, d'avoir commencé à comprendre leur langage. Je me suis retrouvée à combien de meetings où je ne comprenais rien de ce qu'on disait autour du meeting, hein, vraiment. Ouais. Je suis retombée là il y a pas longtemps, je rigolais parce que je m'étais créé à l'époque un glossaire. Tu sais, un Il y a glossaire, plein de termes maison. anglophones et Ah tout, ouais, c'est horrible. avec, un lead magnet, un CP, tu vois tous les trucs, une VSL, enfin tu sais tous les trucs comme ça où, vraiment, aujourd'hui ça fait partie du langage du quotidien, mais, quand tu commences au début tu dis: «Attends, ça veut dire quoi?» OK, puis je m'étais notée, je suis retombée dessus il y a pas longtemps, c'est drôle, tu vois? Donc du coup, ma première réussite pour moi, ça a été, pour eux, d'amener rapidement de la clarté sur, qu'est-ce qu'on fait et cetera. Voilà, d'avoir une visibilité sur sur comment on accompagne, et comment on règle ce qu'il y a à régler immédiatement. Et une autre des réussites, ça a été vraiment de créer un lien, particulier finalement avec cet entrepreneur. OK. Oui, De parce que comme tu confiance, dis ouais, aujourd'hui, tu travailles encore avec, presque tous, ouais, hein, ça après. fait ouais, exactement, ouais. Ça marche. Et du coup, par rapport à ça, tu te dis: «Voilà, j'ai signé un contrat à 2005». Est-ce que pour toi, c'était assez ou est-ce que tu avais besoin, d'aller justement trouver des nouveaux clients et bah, mettre en place aussi un écosystème, sur les réseaux pour te montrer et dire un petit peu, ce que tu faisais? Alors, mon objectif, c'était pas de rester à ça. J'avais comme objectif de au moins tripler, tu vois? Enfin, d'avoir au moins 3 clients. OK. Bah, déjà pour plusieurs raisons, hein. Sécuriser, mon activité. Si demain ça se termine, je fais quoi? Avec un seul client, je me retrouve sans rien. Donc il y avait cette notion de sécurité qui était importante pour moi et communiquer sur les réseaux, j'ai commencé, mais ouh là là, qu'est-ce que c'était dur! Qu'est-ce que c'était dur! Ouais, enfin, tu sais, quand tu démarres, tu as toujours ce truc, j'avais l'impression de pas avoir les codes, de pas savoir réellement ce que j'allais montrer de moi. Cette notion aussi de montrer, mais jusqu'où, tu vois? C'est de Oui, qu'est-ce que j'ai envie de montrer? Ouais. Entre ma vie personnelle, ma vie professionnelle, ouais, j'ai toujours eu une appréhension que j'ai toujours d'ailleurs, hein, c'est pas quelque chose qui est très confortable pour moi, déjà de nature. Si je pouvais être, la personne de l'ombre, je le serais toujours encore, enfin, encore toujours. Je le serais, voilà. tu l'es toujours, mais effectivement, tu te mets en lumière de temps en temps et je pense que ça fait du bien aussi, pour la reconnaissance de se mettre un petit peu en lumière, de et de montrer finalement tout ce qu'on a pu accomplir. Tu vois, je parle de on a 2 métiers différents, mais on est quand même 2 personnes de l'ombre qui travaillons pour les autres et c'est vrai que entre guillemets «sans nous» ou en tout cas grâce à nous, on arrive à développer des entreprises donc c'est vrai que quand on arrive à, transmettre, communiquer là-dessus et qu'on a des: «Waouh, je savais pas que tu faisais ça» ou «Waouh, c'est génial ce que tu fais», bah, ça fait quand même du bien à l'ego. Ah oui, oui. Oui, ça fait du bien et puis,
Puis après, ce qui m'a aidé là-dessus, c'est que mon client me taguait sur des stories. Il me mettait en avant sur des choses Mmh. et puis là, je me dis: «Bon, bah, attends, il est gentil». Des fois, j'osais même pas repartager la story, hein, mais je me disais: «Bon, il a fait le truc, il est gentil, donc je vais repartager». Mais je le faisais, j'appuyais sur le bouton, j'avais un peu de mal, hein. Mais je dis pas que je suis toujours à l'aise aujourd'hui, mais ça va beaucoup mieux. C'est vraiment j'ai passé sur le regard des autres, sur ce que les autres peuvent en penser et cetera. Ça, c'est ce que le réseau aide finalement. Ça Et aide à sortir un peu de ce truc, on s'en fout. ouais. Bah, c'est clair qu'au début, ça fait toujours peur, hein. Sauf si tu es hyper à l'aise et que tu t'en fous déjà dès le début du regard des autres. Mais c'est vrai que quand tu commences, moi je me rappelle, j'avais mis un logo, tu sais, je voulais pas montrer ma tête. J'avais mis, bah, une fausse identité et c'était dur effectivement de franchir toutes ces étapes. La première facecam, est-ce que tu te rappelles toi de ta première facecam? Si tu Ah, en as j'en ai déjà fait fait une? une, je l'ai pas refaite après. J'en OK. ai fait une, on m'a dit: «Ah, c'est super!» Je «Ouais, mais en fait, j'aime pas ça. Laissez-moi Ouais, c'est dur. tranquille». Et en fait, on me dit: «Ouais, tu dois en faire souvent», mais j'aime pas ça, en fait. Et en fait, j'ai accepté que c'est pas mon truc. Ouais Donc du coup, et ce sera pas mon moyen de communiquer. c'est ce que j'allais dire et puis, finalement nous en tant que, je vais dire, personne de l'ombre, enfin on dit qu'il faut justement être visible et cetera. Mais j'ai l'impression que nous finalement, on a aussi cet effet un peu de rareté et heu finalement on va plus être recommandé que d'avoir des actions marketing à promouvoir nos offres ou nos services, quoi. Ouais, je suis assez d'accord. Puis c'est aussi parce qu'on n'a pas besoin de beaucoup de clients en soi, non plus. Tu vois? On a quand Mmh. même une limite dans ce qu'on peut faire. Donc on n'a pas besoin d'être dans une acquisition constante comme des gens qui font des accompagnements, qui vendent des accompagnements. C'est vrai que du coup, cette notion de rareté, je trouve qu'elle est presque valorisante pour nous finalement. Se dire, on peut pas ouvrir des places à tout le monde, on n'a pas non plus besoin d'être sur les réseaux tout le temps. Par contre, c'est important quand même qu'on sache qui on est, qu'on existe, Ouais, il y a une part quand même il y a une base qui est quand même essentielle là-dessus. Mais oui, je te rejoins, je suis d'accord avec toi, ouais. ça marche. Mais du coup, bah, voilà, qu'est-ce que tu as mis en place, à partir du moment où tu as eu ce 1er client pour justement, bah, te montrer et puis, obtenir des clients, par la suite? Bah, j'ai commencé à développer mon réseau, Instagram, j'ai commencé à écrire sur LinkedIn. Écrire sur LinkedIn, ça a été encore une autre étape parce que j'avais mon monde professionnel d'avant et cetera. Donc en fait, j'ai fait un gros ménage. Pouf, 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 j'ai tout retiré et je me suis dit: «OK, je repars à zéro». Et en fait, je suis beaucoup plus à l'aise à l'écrit, sur Instagram parce que Instagram, c'est de la photo, c'est du visuel et en fait, à l'écrit, j'étais beaucoup plus à l'aise et donc je me suis dit: «Allez, j'y vais» et j'écris. Je cherche pas le like, je cherche pas le partage, je 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 parle à ceux avec qui je travaille ou je parle de ce que je fais. Et du coup, le fait de voilà, d'écrire, ça m'a beaucoup aidé à mettre en avant, en fait, à exister sur les réseaux. Mmh. Et après, je me suis fait accompagner, j'ai fait quelques photos, tu vois, bah, justement avec Marion aussi que tu connais, pour m'aider justement à avoir des photos à poster et cetera. Et une fois que j'ai pris confiance sur un côté qui faisait un peu plus pro, mais qui me ressemblait bien et la notion d'écriture et ben, après j'y suis allée, quoi. OK et toi, du coup, ça ressemblera à quoi ton, on va dire ton tunnel aujourd'hui? C'est création de contenu et on va dire des échanges dans les DM ou tu as une autre, source entre guillemets Non, moi, d'acquisition? c'est de la recommandation. Moi, mon marketing à moi, c'est mes clients. OK. C'est mes clients. Souvent, on parle de moi et après, je rentre en contact ou des personnes rentrent en contact avec moi. Et après, c'est de l'échange. Ça veut pas dire qu'on va travailler ensemble tout de suite. C'est des liens qui se créent. Ça passe aussi par des prestataires parce que du coup, quand je travaille chez mes clients, bah, je travaille avec des prestataires, des personnes avec qui je crée du lien, des personnes enfin, que je manage aussi. Et donc, du coup, en développant mon réseau en interne chez les clients, donc prestataires, clients, amis de clients, événements business, etc. C'est par là que finalement les recommandations se font et les contacts se font beaucoup plus que par les réseaux. Mais sinon, en effet, après, l'avantage du réseau, c'est que finalement, quand ils veulent parler avec toi, ils ont un endroit pour voir qui tu es. En fait, ils font connaissance avec toi par le biais de ce que toi, tu as envie de montrer. Et ce qui fait qu'en fait, ça inverse après la relation, ce qui fait que quand on vient vers toi, bah, en fait, c'est à moi de les découvrir parce qu'eux, ils m'ont déjà découvert. Soit ils ont entendu parler de moi, soit ils ont lu quelques écrits et ça leur a parlé. Et du coup, voilà, c'est un peu comme ça que je fonctionne finalement. OK. C'est un truc en tout cas qui te convient aujourd'hui, sur lequel tu es 100 aligné et tu pas, nécessairement une charge mentale qui est importante, quoi. Oui, voilà. Mais il faudrait que je sois plus rigoureuse, c'est comme tout, hein.
C'est le truc que tu mets à la fin, quoi. On est toujours comme on dit, les cordonniers les plus mal chaussés. Ouais, tu l'as fait: «Ah, ça fait un petit moment que j'ai pas posté, je vais peut-être me reposer là-dessus». Bon voilà, c'est parce que c'est pas en fait, c'est pas ma prio, mais c'est important quand même parce que quand des Ouais. collaborations se terminent, sinon tu redémarres tout à zéro, quoi. Ouais, c'est ça. Et justement, alors, on va faire un petit focus sur, OBM. Est-ce que tu peux expliquer concrètement, ce que signifie OBM et quelles sont, on va dire, les principales, missions et à qui tu t'adresses finalement? OK. Bah, en fait, une OBM, alors il y a plein de termes utilisés, sur le marché. Il y a OBM, il y a COO, il y a des personnes qui font des différences, par rapport à ces métiers-là. Moi, concrètement, une OBM, c'est Online Business Manager. C'est quelqu'un qui est en fait le bras droit stratégique d'un dirigeant, qui va rentrer dans le business, qui va aller regarder ce qui s'y passe, qui va amener son expertise sur tout ce qui est structure, management d'équipe, produits, voire même marketing en fonction des spécialités des unes ou des autres. Je dis une autre, mais il y a des hommes, hein, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de femmes. Moi, je suis plus sur la partie opérationnelle, management d'équipe et accompagnement du CEO dans cette posture de manager, de dirigeant d'équipe. Et donc du coup, bah, une OBM, elle va accompagner tout ce qui est structuration de business, projet, développement d'entreprise, management d'équipe. Donc du coup, ça va être à la fois, solidifier ce qui existe pour ensuite accompagner à la croissance, mais ça peut être aussi à un moment donné solidifier ce qui existe pour faire tourner la machine et pour que le CEO aille mener d'autres projets en parallèle. Donc ça dépend vraiment de l'objectif du CEO. En fait, c'est faire en sorte que, OK, ton objectif de vie, c'est ça, faut que ton business soit au profit de ta vie. Donc, qu'est-ce qu'on va faire de ton business et comment on va faire en sorte qu'il soit maintenu, soit qu'il soit dans un axe de développement. Donc, en fait, c'est juste répondre à l'objectif du CEO finalement. Ouais. Mais et f l'accompagner et être quand même quelqu'un de stratégique. Enfin, moi, dans les positionnements avec mes clients, je suis un peu comme un associé, tu vois. Je suis là, je suis vraiment la personne de soutien, je suis la personne qui va compléter les compétences qu'il n'a pas et vraiment former un vrai binôme, quoi. OK. Ça, c'est un truc, pour toi qui est vraiment naturel, de par, ta personnalité, mais aussi de par ton expérience depuis que tu as commencé à travailler? Oui, c'est pas, si simple avec tout le monde parce qu'il y a des CEO qui ont pas spécialement envie, ce besoin d'avoir une proximité comme ça, ça dépend vraiment de ce qu'ils veulent, mais moi, c'est là où je me sens bien. C'est vraiment quand j'arrive à créer une vraie relation de binôme avec le CEO. C'est dans ces et c'est là que j'ai le plus d'impact. Peut-être parce que moi aussi, je m'investis peut-être plus, peut-être qu'il y Ouais. a il y a une part d'affect qui vient se mettre là en plus du business, je sais pas, mais moi j'aime les où il y a des équipes et donc c'est vrai que plus ça va et plus mon positionnement il va vers des formats agences. OK, c'est la question sur laquelle j'allais te demander justement, c'est vraiment ce type de profil de CEO que tu recherches en tout Ouais, cas? c'est des CEO d'agences souvent, avec qui, OK. j'arrive à le développer. Ou ma question, c'était de dire où est-ce que j'ai le plus d'impact? Où est-ce que ça marche le mieux? Et ben, où est-ce que ça marche le mieux en général, c'est dans des formats agences. OK, ça marche. Trop bien. Donc là, ça fait 2020, ça fait quoi? 2 ans du coup que tu es, Quasiment 2 ans, ouais. À la rentrée, ça fera 2 ans, ouais, en septembre. et justement tout à l'heure on parlait des enfants. Ça a été quoi du coup leur ressenti ou leur, feedback quand tu t'es dit: «Bah, je me lance, sur internet»? Peut-être ton enfant du coup avait quoi, 11 ans, donc il connaît peut-être les réseaux. Qu'est-ce Ouais, qu'il a pas trop, pensé de ouais. tout ça? Bah, en fait, c'est très drôle parce qu'en fait, ça a un impact sur toute la famille. Mon mari a quitté son boulot pour me rejoindre, OK, donc trop on bien. bosse ensemble maintenant, donc ça a eu un impact familial, du coup. Et mes enfants, ça leur a beaucoup apporté parce que déjà, ils m'ont beaucoup soutenue parce que, ils m'encourageaient quand j'avais un nouveau client ou quand j'allais avoir un rendez-vous client, ils disaient: «Bonne chance maman pour ton rendez-vous» et cetera. Donc, ils m'ont accompagnée dans mon développement, on va dire, voilà. Et là, aujourd'hui, j'ai l'impression de leur ouvrir un champ des possibles plus grand. Moi, j'ai l'impression, parce que je leur parle de mon quotidien, ils savent pas tout, mais ils voient quand même ce qui s'y passe. Les réseaux, ils ont pas encore droit aux réseaux, c'est un peu trop tôt, mais par contre, bah, mon fils, il s'est lancé dans le montage vidéo parce que, je lui ai montré des ads et cetera et que maintenant, bah, tu vois, bah, pour Noël, il m'a demandé CapCut Pro, tu vois? Donc, il s'éclate, il fait ses vidéos. Maintenant, il fait même quelques reels à moi, voilà, je lui envoie et puis il s'en occupe. Donc, j'ai l'impression quand même que, de leur avoir ouvert, un peu voilà, un autre monde possible, hem, un autre monde qui existe, quoi. Et toi, Que tu ce te soit sens aussi comment bien justement? entrepreneuriat que digital, tu vois? Ouais, et justement toi, tu te sens comment par rapport à ça, d'ouvrir des nouvelles portes, de permettre justement à ton mari de quitter son travail? Peut-être que lui avait depuis, X années aussi.
de pouvoir collaborer ensemble. Ça te fait quoi toi, concrètement? Enfin, il m'a beaucoup encouragée quand je me suis lancée moi, qu'en fait, c'était une manière de lui dire: «Écoute, si tu pas bien où tu ne te force pas à vouloir sécuriser la famille parce qu'avec ton CDI on se sécurisera, en travaillant ensemble et cetera». Donc c'est un risque, hein, c'est OK. Mais ouais, je suis assez fière de lui aussi parce que, en fait, il est allé dans un monde inconnu. Il est allé dans mon ombre à moi qui suis dans l'ombre d'entrepreneur. Lui, il est encore dans mon ombre à moi, mais c'est un soutien immense pour moi et donc je suis contente que lui aussi s'épanouisse, en fait, dans ce qu'il fait et on arrive chacun à s'épanouir à notre façon, à notre niveau chacun et lui, il a pas envie, spécialement d'être en front avec les entrepreneurs, c'est pas son truc, voilà. Par contre, en backstage sur de l'implémentation de systèmes ou de choses qu'on met en place ensemble, enfin qu'on décide de mettre en place, là par contre, il est meilleur que moi, quoi. OK. Ouais, vous avez réussi à trouver justement cette Ouais, complémentarité, c'est bien. ouais, c'est chouette, ouais, vraiment. Et du coup, ça me fait rebondir un petit peu sur, la vie privée et professionnelle. Comment ça se passe? Comment vous arrivez justement à couper? Parce qu'en tant qu'entrepreneur, c'est quand même déjà dur. Donc le fait de travailler ensemble, est-ce que vous avez mis en Bah, place des règles? on bosse pas à la même heure, souvent. OK. Lui, il est du matin très tôt. Moi, j'ai besoin d'un peu plus de temps le matin. Je travaille moi souvent tard le soir. Du coup, on travaille pas toujours au même moment. Et en fait, on a décidé alors on travaille ensemble, mais pas, on n'est pas l'un sur l'autre, quoi. Chacun fait ce qu'il a à faire. On a chacun notre planning. On sait qu'on a des blocs temps consacrés à telle ou telle chose. Moi, je suis beaucoup plus en vidéo avec mes clients, etc. Donc, bah, tu sais, toi, t'es là, t'es concentré, tu parles à des gens. Il peut se passer quelque chose à côté. T'es pas là, quoi. Et après, voilà, c'est comme ça qu'on s'organise et après souvent quand on est à la maison, bah, on parle, maison et après souvent quand on va dehors, on va déjeuner ensemble et cetera. Là, on parle beaucoup de boulot, ensemble, mais je sais pas, il y a un truc qui s'est équilibré, je sais pas trop comment l'expliquer, mais ça fonctionne, écoute. Je sais Ouais, pas, écoute. ça a mis du temps à se mettre en place, mais franchement ça roule, ouais. Ouais, ouais, c'est assez bien équilibré. Et puis j'ai l'impression que ça se voit et ça s'entend aussi dans ta voix. Tu as l'air Ah ouais? d'être bien, Ouais, donc c'est ouais, cool, ouais, tu je suis vois? bien. Tu as Ouais, réussi à c'est vraiment construire finalement un business, et qui allie finalement la partie pro et perso. Ce que tu avais pas finalement quand tu étais dans le salariat et que tu as découvert finalement quand tu as été dans la boulangerie. ouais, puis tout s'équilibre parce que tu vois, quand je travaillais avec ma mère, bah, au final, bah, c'est moi qui gérais les enfants, les mercredis, et cetera. Bah, lui, il a retrouvé aussi plaisir à amener ses fils au sport, enfin, à même lui à reprendre du sport. Enfin, on a chacun nos trucs, quoi. Chacun Mmh. on a retrouvé en fait un équilibre à la fois perso et pro parce que on aime ce qu'on fait et chacun a retrouvé du temps avec ses enfants sur des éléments qui sont pas obligatoires en fait. Lui, son truc c'est le sport, bah il les emmène au sport. Tu vois, c'est pas mon truc à moi. Donc, voilà, moi je suis spectatrice au match, mais je suis pas, j'ai pas ce truc-là, tu vois. Et donc moi, ça me prend c'est à ce moment-là que moi je suis plus focus et je travaille. Donc il y a un vrai équilibre qui s'est trouvé, ouais. OK. On a réussi ça. Et du coup, ça me fait un petit peu, on va bientôt, synthétiser et conclure, mais ça me fait, on va dire «rire» entre guillemets, mais tout à l'heure en intro, tu disais que tu ne voulais surtout pas être entrepreneuse, je sais plus comment on dit, ça dépend des personnes. Et voilà, ce serait quoi un petit peu le feedback que tu te ferais justement, heu, entre la Vania du début qui disait: «Bah, je veux surtout pas être entrepreneur, c'est trop de risques, c'est trop travailler dur et tu pas forcément récompensé», et la Vania que j'entends là, toute souriante, toute pimpante, qui dit que finalement j'ai réussi à trouver mon cadre de vie idéal. Ouais, je dirais que ce que j'ai trouvé dans l'entrepreneuriat, que je n'avais pas dans le salariat, c'est que j'ai des leviers. Si je veux être augmentée, je prends un client de plus. Si je veux retrouver de l'espace, j'en prends un de moins. Je choisis j'ai la chance, hein, de choisir les gens avec qui je travaille, et de me positionner aussi sur des éléments où j'ai de l'impact. Et du coup, ça, c'est très valorisant parce que tu fais aussi des choses que tu as pas trop le choix, ça fait partie du job aussi, hein. On fait pas tous que des choses qu'on aime, hein, même moi, là, aujourd'hui. Mais c'est ça la différence. Moi, je voyais, l'entrepreneuriat comme quelque chose de difficile, de rude, de craignant, c'était au détriment d'une vie personnelle et en fait, j'ai trouvé un modèle d'entrepreneuriat qui allie le pro et le perso et qui me permet d'avoir des leviers de croissance, moi, personnels. Si j'ai un objectif personnel, je me donne les moyens et je travaille plus ou je travaille mieux. Enfin, je trouve les leviers qui me permettent d'aller vers mon objectif. Dans le salariat, je me sentais à un moment donné dans un plafond de verre où bah, tu peux aller négocier ton augmentation, hein, mais il y a moyen que tu aies 2%, quoi. Et encore, c'est gentil, tu vois. Donc, il y a cette flexibilité-là de choisir les bonnes personnes avec qui travailler, d'avoir tes leviers de ta propre croissance et d'aller te former dans les domaines. Si demain j'ai envie de devenir une spécialiste de telle chose,
j'investis en moi, je me forme et je deviens la spécialiste de ce que j'ai envie d'être spécialiste. Ce que j'avais pas moi dans le salariat parce qu'à un moment donné, bah, tu as un rôle à jouer qui est défini en fait. Les règles du jeu, elles sont là, alors que là finalement mes règles du jeu, je me les crée quoi. C'est ça, OK, que j'ai trouvé dans l'entrepreneuriat. bien. Et ça serait quoi du coup les je sais pas, le conseil que tu donnerais justement à une OBM qui démarre et qui aspire justement quand elle va t'écouter à se dire: «Bah, j'aimerais avoir le même cadre», tu vois? C'est quoi le ou les 3 conseils que tu pourrais donner? C'est qu'en faisant que tu sais, que tu sauras ce que tu aimes et où tu es bonne et où tu réellement un impact et auprès de qui tu as un impact. Aujourd'hui, ce que je suis en train d'affirmer aujourd'hui, ce sera peut-être pas, ce que je dirais dans 2 ans, hein. Peut-être qu'entre temps j'aurai Mmh, évolué, mais c'est pas ce que j'ai dit il y a 2 ans et donc du coup, être dans l'action constamment, de mettre un pas, après l'autre et cetera et surtout de ne jamais regarder les gens qui ont 3, 4 ou 5 ans d'avance sur toi. Heu, Tu peux les regarder comme étant un objectif, mais par contre, vas-y étape par étape, quoi. Faut pas brûler les étapes, c'est comme tout, c'est comme, même dans la construction de n'importe quel business, en fait. Vas-y étape par étape, fais, arrête de réfléchir et tu verras dans 2 ans, tu diras pas la même chose qu'il y a 2 ans en arrière. OK. Et d'un point de vue, on va dire, plus stratégique sur la vente, est-ce que, parce que je connais pas forcément très bien le milieu des OBM, mais, hem, ce serait quoi le meilleur conseil de vente, enfin, pour se «vendre» entre guillemets soi-même? Est-ce que tu recommandes la recommandation, le réseau ou est-ce qu'il y a d'autres moyens, peut-être plus faciles, mais qui ne sont pas, toi, écologiques? Pour démarrer, c'est sûr que, bah, la recommandation, ça marche que quand tu es dans l'action et quand tu as des Mmh. clients, donc c'est sûr. Pour démarrer, je dirais qu'il faut connecter tout simplement avec des gens et aller comprendre ce qu'ils vivent et voir, où est-ce que toi tu peux agir. C'est vraiment juste, c'est parler à des gens. Parle à des gens et n'aie pas peur de parler à plus grand que toi. Parce que souvent on va avoir tendance à dire: «Oh, les gros du business, on peut pas leur parler parce qu'ils sont trop avancés». C'est pas vrai. Parle à des plus grands que toi, il y a aucun problème et de toute façon, s'ils veulent pas te parler, te le diront, hein, c'est pas grave, quoi. Oui. Et après la recommandation vraiment pour moi, c'est le meilleur marketing du monde, quoi. OK, trop C'est bien. qu'elle, si on parle de bien en toi alors de toi en bien alors que tu es pas là, c'est là que tu as réussi, je pense. C'est la meilleure forme de réussite. C'est clair et ça marche d'autant plus dans nos métiers respectifs, je le confirme également. Trop bien. Écoute, on est sur la fin, je vais te poser, quelques questions en vrac, c'est que tu puisses y répondre de manière, spontanée. Si tu prends un petit déj, tu plutôt salé ou sucré? Salé. Ton film ou ta série préférée? En ce moment, je suis, La Servante écarlate. Je termine la dernière saison. OK. On juge pas les réponses, hein, c'est pour ça qu'on dit que tu spontané. Tu plutôt mer ou montagne? Matin ou soir? Plutôt lire ou écouter un podcast? Écouter un podcast. Ou café? Café. Quand tu veux te détendre, c'est, sport ou Netflix? Netflix. Préfères travailler avec de la musique ou, sans rien? Musique. Organisé ou freestyle? Du freestyle dans mon organisation. Franchement, j'ai de plus en plus de personnes freestyle organisées, mais, OK, ça marche et du coup, la dernière question, 1 000 000 cash maintenant ou 10 000 € par mois à vie? Hem, oh là là, quelle question. Il y a pas de justification, 10 000 t'inquiète. par mois à vie. OK, ça marche. OK, cool. Bon, on a terminé. Écoute, je suis super content d'avoir pu, échanger avec toi. Est-ce que tu aurais un dernier message, à nous partager? Un truc sur lequel, bah, tu aimerais rebondir ou un truc auquel on n'a pas du tout, pensé et qui te tient à cœur de partager? Le marketing n'est pas un gros mot. On apprend à l'aimer. Pour toi, c'était, c'était un gros mot, quand tu as démarré? Ouais, c'était un gros mot, ouais. Le marketing ou la vente? Non, le marketing. Le marketing? Et du coup, ce serait quoi le conseil pour justement, trouver le bon marketing, en tant qu'OBM? Être soi-même et parler vraiment, aux autres de ce qu'ils vivent. S'intéresser à l'autre, ne pas parler de soi, parler de ce que vivent les gens. Pour l'instant, c'est ce qui me paraît être le plus juste, en tout cas, actuellement pour moi, ouais. Ouais. Trop bien et puis je terminerai sur le fait que, il y a pas une seule, stratégie marketing qui existe et chaque personne peut avoir sa propre stratégie en fonction effectivement de sa personnalité et de son écologie, personnelle, quoi. Parce que, on voit, bah, tu as peut-être dû le voir, mais on voit beaucoup de personnes qui, font des challenges ou font des webinaires toutes les semaines, mais qui se crament et au final, si c'est juste pour faire un peu d'argent, mais ne pas pouvoir, bah, être en bonne santé, ça sert à rien, quoi. Non, je suis complètement d'accord avec toi. Bien. Bah, Bah, merci Tom, écoute, merci à toi. c'était un plaisir. On mettra en description du coup, tes, différents, liens de tes réseaux sociaux et je pense que voilà les futurs EBM, en tout cas les EBM en cours, n'hésitez pas à venir échanger avec Grania parce Avec que plaisir. elle est là, elle sera là pour discuter.
Merci à toi et puis je te Merci souhaite tout le encore. meilleur. À bientôt Vania. Merci à toi aussi. Ciao.